juróom-ñetti waxtu jot na ci guddi mbaa yéen ngi waajal couvre-feu bi. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de la TFM. Dans l'actualité de ce mardi, Pape Diop et Farba Senghor clament leur innocence. Ces deux personnalités politiques sont citées dans une affaire de contrefaçon monétaire. Il s'agit d'une saisie d'environ 1500 milliards de francs CFA effectuée par la brigade de recherche de Faidherbe. L'un des mis en cause aurait cité Pape Diop et Farba Senghor. Tous les deux démentent formellement. Le décompte macabre se poursuit. 30 personnes ont officiellement perdu la vie des suites du coronavirus. Immersion exceptionnelle au service de réanimation de l'hôpital principal. 6 des 9 cas graves se débattent pour rester en vie. Vous le verrez avec Pape Farning, notre reporter. Plus de 10 jours après la disparition en mer de 5 pêcheurs à Saint-Louis, les espoirs s'amenuisent. Un corps non identifié a été retrouvé et enterré en Mauritanie. Les familles se résignent à faire le deuil de leurs proches. Déferlement de colère à Tambacounda. Un affrontement farouche a éclaté ce matin entre policiers et conducteurs de moto Jakarta. Ces derniers ne supportent plus l'oisiveté imposée par l'arrêt brutal de leurs activités. Ils veulent reprendre le transport interurbain. Construction illégale au niveau du phare des Mamelles. La DESCOS annonce l'ouverture d'une enquête. Selon le major, aucune autorisation n'a été délivrée. Mais d'abord, Cheikh Ahmed Tidiane Koulibaly succède à Mamadou Badio Camara à la tête de la Cour suprême sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature et du ministère de la Justice. La décision a été prise par le chef de l'État Macky Sall. Mamadou Badio Camara va maintenant faire valoir ses droits à la retraite. Meurtri et choqué d'être cité dans une affaire de contrefaçon monétaire, Pape Diop se réserve le droit d'engager une action en justice. Le leader de Bokk Gis Gis se dit plus choqué, d'autant plus qu'il trouve léger le prétexte invoqué pour le citer dans l'affaire. C'est un des mis en cause qui aurait balancé son nom et celui de Farba Senghor. Ce dernier, quant à lui, déclare n'être ni de près ni de loin mêlé à cette affaire. Bon, c'est une affaire inventée, à mon avis, de toutes pièces. Parce que je n'ai jamais été mêlé, ni de près, ni de loin, à une quelconque affaire de faussaire. D'ailleurs, les personnes, je ne connais aucune de toutes les personnes qui ont été citées et dans cette affaire-là. Il y a une volonté manifeste de nuisance et de diffamation. Une volonté de nuisance de la part de qui? Oui, de la part de certaines personnes dont j'ignore qui sont-ils, mais je sais que les sorties pertinentes que j'ai faites pendant ces derniers mois, aussi bien sur le coronavirus et aussi bien sur la défense du président Macky Sall, ont obligé certaines personnes à adopter une stratégie de dénigrement devant l'opinion. Si je vous comprends très bien, vous dérangez. Je dérange profondément. Dans tous les cas, dans cette affaire, 6 Sénégalais ont été arrêtés à Mbao par la brigade de recherche de Faidherbe hier. Ils détenaient par devers eux un peu plus de 2 milliards d'euros, environ 1500 milliards de francs CFA. Le dossier a été transféré chez le procureur de la République. Ndeye Touré. L'on se croirait dans un film où des trafiquants de haut niveau cherchent à faire écouler leurs marchandises noires. Une bande de faussaires tentait de blanchir la rondelette somme de 2,5 milliards d'euros en billets noirs, soit 1500 milliards de francs CFA. Mais c'était sans compter la ténacité des hommes de la brigade de recherche de gendarmerie de Faidherbe.
6 personnes de nationalité sénégalaise ont été interpellées. Elles s'étaient lancées dans une entreprise de fabrication et d'écoulement de faux billets de banque. Les transactions s'effectuaient entre Yoff et Zac-Mbao. Les Pandores ont également saisi le matériel de fabrication. L'un des présumés cerveaux de la bande, Badara Fall, mouille un marabout qui avait été arrêté pour les faits similaires au mois de février 2017 et 2 ténors de la classe politique. Le procureur de la République a été saisi du dossier. Les chefs d'accusation qui pèsent sur les mises en cause, blanchiment de capitaux, détention de signes monétaires falsifiés et en cours légal au Sénégal, entre autres. Après les affaires Seydina Fall, Di Bougazeli et d'autres acteurs du showbiz, voilà un nouveau dossier en béton qui n'a pas encore livré tous ses secrets. Et Aram, l'impact des dégâts peut avoir une ampleur sismique selon le professeur Magaye Seck, professeur en sociologie et criminologie. Selon lui, le faux monnayage est plus dévastateur que la pandémie actuelle. Nous avons des criminels qui sont très organisés et qu'il faut maîtriser. Le problème ne se situe pas seulement au niveau du Sénégal. C'est un problème international. Le problème de faux billets a toujours été organisé dans les pays développés d'abord, parce qu'ici en Afrique, on ne fabrique pas des billets, on n'a pas les machines, on n'a pas... doit s'écarter de cette affaire. Et si tu vois, les problèmes se développent d'abord au niveau politique, parce qu'ils sont soit encadrés par des politiciens, parmi eux-mêmes, parmi les trafiquants, il y a des politiciens, il faut les déceler. Il ne suffit pas de les arrêter et de tourner la page. Il faut rentrer dans leur système. Ça ne peut pas continuer, parce que ça fera très mal. Ça fera plus mal que les virus, parce qu'on aura une crise économique et on ne pourra pas s'en sortir. Le professeur Magaye Seck, interrogé par notre équipe à Saint-Louis, dans la vieille ville, justement, les espoirs de retrouver les 5 pêcheurs disparus en mer s'amenuisent. Selon le témoignage des familles, un corps non identifié a été retrouvé et enterré à Ndiago, c'est en Mauritanie. Plus de 10 jours après, des familles à Ndiolofène ont fini par faire le deuil de leurs proches disparus en mer. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Seck. À Saint-Louis, dans le quartier de Ndiolofène, les familles des 5 pêcheurs disparus ont déjà observé le deuil. Ici, c'est le calme plat dans ces familles attristées qui acceptent l'évidence et s'en remettent à Dieu. On sait très bien qu'actuellement, ils sont morts. Là, c'est sûr et certain. Parce que tu ne peux pas durer sur mer plus de 10 jours. C'est dur parce que c'est une grande famille. Et puis, il y a 5 qui sont disparus. Il y a 3 qui sont mariés, il y a 2 qui ne sont pas mariés. Le premier, il est marié avec 5 gosses, le second 3 gosses, le troisième 4 gosses. Les 2 sont des gosses, ils ne sont pas encore mariés. L'embarcation et le matériel de pêche ont été retrouvés à une 50aine de kilomètres au large de Saint-Louis. Les chances de retrouver ces pêcheurs sont minces. Les familles des disparus n'ont plus aucun espoir. Actuellement, on n'a pas d'espoir parce qu'on sait très bien que c'est foutu. Ils ont bellement mort, quoi. Parce que tu ne peux pas rester dans une mer une semaine sans sauvetage, sans rien. Là, tu es mort. C'est ça. Parce qu'on nous a téléphoné hier en disant que là-bas, à 50 km, ils ont trouvé un corps sans vie, mais c'est pourri. Ils l'ont enterré là-bas au bord de la plage. Dans ces familles, c'est la tristesse et la désolation, car 3 parmi les pêcheurs ont laissé derrière eux des épouses et des enfants. Hier, un corps sans vie a été retrouvé et enterré à Ndiago. La famille considère que c'est l'un des disparus. Merci Ousseynou. L'actualité de ce mardi, c'est aussi ce violent incendie qui a frappé ce week-end le village de Ndioura Diop dans la commune de Mbédiène. Le bilan est très lourd, une dizaine de concessions, des tonnes de semences et des vivres du bétail. Tout est dévoré par des flammes voraces. Les populations sont totalement désœuvrées. Thierno Fall. Le sinistre qui a frappé le village de Ndioura Diop samedi dernier aux environs de 14 h a emporté tout sur son passage. Toutes les réserves des villageois, les vivres, les semences et même le bétail ont été la proie des flammes.
Nous avons perdu beaucoup d'animaux. Les ânes, les moutons, les chèvres et même le volaille, ils sont tous été tués par le feu. Toutes nos réserves ont été également la proie des flammes. Les vivres et les semences d'arachide et de niébé ont été emportés par les flammes. Tout ce que nous avions réservé comme semences est parti en fumée. Graines d'arachide, de niébé, du mil, tout est parti. Il ne nous reste plus rien. Aujourd'hui, les conditions de vie de ces villageois qui souffraient déjà à cause de l'état d'urgence deviennent encore plus difficiles. Avec la pandémie, nous étions déjà fatigués, mais aujourd'hui, la situation est devenue plus difficile pour nous. Le reste des récoltes de l'année dernière que nous avions gardées a été emporté par les flammes, mais on n'y peut rien, c'est la volonté divine. Les habitants de Goudjiro Diop, qui ne savent plus à quel saint se vouer, demandent l'aide de l'État. Depuis 4 jours, les victimes dorment à la Belle Étoile. Depuis samedi, nous dormons tous à la Belle Étoile car nous avons perdu toutes nos cases. Chaque soir, nous dormons sous cette tente qu'on nous a prêtée. Une bonne volonté nous a aussi offert cette case avant-hier. Comme vous voyez, c'est très dur. Nous avons vraiment besoin d'aide car il ne nous reste plus rien. Le bilan de l'incendie fait état d'une dizaine de maisons, dont 35 cases brûlées, des animaux tués et beaucoup d'autres biens perdus en une journée. Attristé par le sinistre, le maire de Mbodjen déplore le manque de moyens logistiques des sapeurs-pompiers. Les soldats du feu ont eu du mal à accéder dans la zone du sinistre. Le maire Thierno Dieng dénonce une absence de l'État dans le monde rural. Voici son cri du cœur. Parce que nous sommes en 2020. Je pense que aller dans un département comme le département de Louga, où les sapeurs-pompiers n'ont pas de voiture adaptée pour venir éteindre un feu qui est à 12 km de Louga, vraiment c'est quelque chose qui ne relève pas quand même, qui relève de l'imaginaire, dans la mesure où nous demandons aux autorités de prendre en charge les préoccupations des populations, surtout des populations rurales. Depuis 2014, dont je suis le maire de cette localité, je n'ai jamais vu donc une action de la solidarité nationale ou bien de l'action sociale. Et pourtant, nous avons connu presque 15 incendies. Tous ces incendies ont brûlé les villages sans que les sapeurs-pompiers n'arrivent à les éteindre. Cela pose problème, mais aussi les actions que le gouvernement pose vraiment doivent venir contre les plus reculés de ce pays. Venons-en maintenant à la situation épidémiologique du jour. 2 décès de plus sont enregistrés, ce qui porte le nombre de décès à 30. Un septuagénaire a perdu la vie la nuit dernière au centre de santé Nabil Choker à Dakar. Un autre décès a eu lieu dans une structure de santé privée de la place. 2 décès qui ont donc lieu hors des services de réanimation où les cas graves sont admis. Justement, sur ces 9 cas graves, 6 patients se débattent pour rester en vie au service de réanimation de l'hôpital principal de Dakar. Là-bas, sur 16 patients, 4 ont succombé. Le chef de service alerte sur la gravité de la maladie. Pape Farning avec les images du ministère de la Santé. Hôpital principal de Dakar, nous sommes au service le plus célèbre des infrastructures sanitaires du pays en ces temps qui courent, la réanimation, où sont suivis les cas graves du Covid-19, à l'image de ce vieil homme sous assistance respiratoire. Le patient présente d'autres comorbidités. Je suis avec un malade, je suis en train de stériliser pour le malade. C'est un malade Covid. Là, on reçoit uniquement des Covid pour dialyser le Covid. Il y a des IRC Covid, mais c'est un malade qu'on a intubé, mais qui a nécessité oui, parce que des fois, c'est une attaque multiviscérale, donc des fois, ils ont besoin de un personnel soignant compétent au service des malades 24 heures sur 24, comme on peut le constater à travers ses caméras de surveillance. La réanimation, effectivement, on peut voir des patients qui sont assis, mais qui sont graves. Ce n'est pas forcément un mal qui est en réanimation et comateux. La réanimation n'est pas synonyme de la mort, selon le chef du service. Chiffre à l'appui. Pour la mortalité, effectivement, les gens disent que tous les patients qui entrent en réanimation meurent.
Je peux vous rassurer tout de suite que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Nous, ça fait juste 20 jours qu'on a débuté ici. On a déjà reçu 16 patients positifs et on a eu 4 décès. Ça fait une mortalité de 22% à peu près, un peu moins de 25%. Et je peux vous dire qu'en réanimation ici, en tout cas les études qu'on a faites ici, montrent que le taux de décès ici est entre 26 et 28% en temps normal, sans Covid. Malgré la faiblesse du taux de létalité, le Covid-19 reste une maladie dangereuse qui s'attaque aux organes vitaux. Et on aimerait aussi que la population sache que cette maladie existe, elle est bien ici et est très grave parce que ça entraîne des défaillances d'organes qui sont parfois irréversibles, quelles que soient les mesures de réanimation. Ça, c'est comme toutes les maladies. Ça ne veut pas dire qu'ils vont mourir à 100%. La bataille pour sauver les vies des patients admis au service de réanimation de l'hôpital principal reste rude pour les soignants qui prennent souvent le dessus sur le Covid. Merci Pape Farah. Désormais, les cas contacts Covid-19 seront suivis à domicile. Une nouvelle initiative du ministère de la Santé. Le préfet de Dakar, Alioune Badara Samb, à pied d'œuvre pour matérialiser cette démarche par la mise en œuvre de plateformes d'engagement communautaire à Ben Tali et d'autres communes de Dakar. Le voici avec Mohamed Samb et Youssou Baro. Il est normal que l'on puisse apprendre à vivre avec le Covid-19. Présentement, tous les malades, je dis bien tous les malades, ou disons toutes les personnes testées positives sont pris en charge gracieusement par les services de l'État du Sénégal. Maintenant, relativement au contact, c'est des personnes qui sont censées être en contact avec des positifs, des personnes testées positives, mais qui n'ont pas en tout cas le virus. Ces contacts-là feront l'objet d'un suivi à domicile. Et pour cela, il est nécessaire que la communauté soit là à côté pour pouvoir véritablement servir de link entre ces contacts-là qui seront en quatorzaine et les services sous l'égide des médecins-chefs de district. Bien évidemment, ce confinement à domicile-là nécessitera l'accompagnement et l'assistance de tout un chacun. C'est pourquoi nous avons pensé que les plateformes d'engagement communautaire devraient pouvoir servir véritablement de cadre à la participation dans le cadre de cette lutte contre le Covid-19. Et la pandémie vire à une rivalité parfois à l'échalote des laboratoires. Les critiques et accusations fusent entre pays et institutions. Dans une moindre échelle, ici au Sénégal, l'Institut Pasteur est pointé du doigt sur la fiabilité des tests et son refus supposé de donner la souche du Covid-19 à l'IRSF. Que faut-il comprendre? Nous y reviendrons avec Fatou Kinedem. Affrontement entre conducteurs de taxi moto Jakarta et policiers à Tambacounda, lassés par l'oisiveté qu'ils vivent, des conducteurs de moto Jakarta ont voulu braver l'interdiction du transport interurbain. Les acteurs de ce sous-secteur du transport vivent très mal l'arrêt brutal de leurs activités. Moussa Omar Gueye. Chaude matinée à Tambacounda, les conducteurs de taxi moto Jakarta ont mis leurs menaces en exécution. Ils ont en effet repris leurs activités, ce qui du reste n'est pas du goût de l'autorité administrative. Alors s'en est suivi une situation indescriptible. Badaratine, le coordonnateur régional de la RADO. En quelque sorte, la grève des Jakartaman sur la route nationale, au niveau des quartiers, ils sont en train de brûler des pneus, ils sont en train de manifester, ils sont en train de faire la course aussi avec les forces de l'ordre. En venant tout à l'heure, j'ai vu même les policiers lancer des grenades, les populations étaient un peu affolées. En tout cas, c'est un peu donc l'anarchie au niveau de la commune cette matinée. L'appel que nous lançons, c'est que le ministère des Transports a autorisé aux taximans, n'est-ce pas, prendre maintenant l'effectif qui se trouve sur la carte grise. Les Jakartamans ont lancé l'alerte depuis très longtemps. Quand on interdit de supporter alors qu'ils ne peuvent avoir qu'un seul client, alors c'est leur demander d'aller vraiment à la retraite. Non, ils n'ont pas eu de soutien, ils ont dit qu'ils ont reçu 500 000 des mains du gouverneur, mais ça c'était pour la sensibilisation. Ce sont des chefs de famille, ils ont des femmes, ils ont des enfants. On doit leur donner l'autorisation de travailler. Comme on l'a fait avec les taximans, il ne faut pas faire les choses de façon sectorielle. Des pneus sont brûlés ici et là, des nuages de fumée se dégagent un peu partout. Pour rappel, la cérémonie de passation de service entre le commissaire de police sortant et celui entrant est prévue ce mardi.
Merci Moussa Oumar. À Diourbel, selon le directeur de la sécurité publique, aucun élément de la police nationale n'est infecté malgré la forte propagation du virus dans cette zone. Le directeur de la sécurité publique invite tout de même ces hommes à plus de prudence dans leur mission. Le commissaire Abdou Wahab Sall procédait à l'installation des commissariats de Diourbel et Bambey. Il est avec notre équipe à Bambey. Vous considérez que ces 2 mois qui ont été globalement positifs pour l'ensemble des forces de défense et de sécurité en général et en particulier pour la police nationale. Donc si vous regardez les cas, c'est des cas vraiment isolés. Vous pouvez rester des jours sans entendre un cas. Mais je crois qu'avec la méthode qui est utilisée par les forces de police, malgré quelques dérapages qu'on peut noter ça et là, globalement, les méthodes. Donc il y a un certain nombre de précautions qu'il faut prendre pour éviter la propagation de la maladie, non seulement à leur niveau, mais également, d'une part, mais également des précautions supplémentaires pour amener les populations à respecter les nouvelles directives qui ont été prises dans ce sens. À ce jour, on ne nous a pas notifié de cas à ce jour concernant des policiers contaminés. Mais on est en train de prendre vraiment beaucoup de dispositions pour éviter autant que faire se peut qu'il y ait des cas au niveau de nos rangs. Et puis retenez que la délivrance des autorisations spéciales de circuler est suspendue à compter du mercredi 20 mai à partir de 21h jusqu'à nouvel ordre, à l'exception de celles relatives au transport de corps sans vie et de celles pour raisons de santé. Les contrevenants à ces nouvelles mesures reverront leurs moyens de transport mis en fourrière, sans préjudice des amendes et sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur. Le ministère de l'Intérieur demande aux populations vivant dans la région de Dakar, les départements de Thiès et Mbour, où l'on compte 80% des cas positifs, à éviter tout déplacement à l'occasion de la fête de Korité prévue le week-end prochain normalement. La pandémie pousse tout le monde à se réinventer. Le système D fonctionne à merveille. Reportage chez les femmes transformatrices de Gandiaye. Vous allez le voir, ces femmes ne manquent pas d'idées pour se prémunir du Covid-19. Dans la commune de Gandiaye, les produits utilisés pour lutter contre le corona sont fabriqués localement et portent la marque des GIE de femmes transformatrices de la commune. Du savon à l'eau de javel et autres succédanés de produits désinfectants. Elles se sont engagées à en produire en quantité. Voyons tout cela avec Ibrahima Diamé et Faligaye. Ce sont elles-mêmes qui fabriquent leurs propres armes chimiques pour faire face à l'ennemi mondial que constitue le Covid-19. Les femmes transformatrices de la commune de Gandiaye, qui ne sont pas en reste dans cette guerre contre cet ennemi commun, ont redoublé d'ingéniosité et de créativité dans ce contexte pour mieux faire face à la pandémie. Ici, aujourd'hui, on a 7 GIE qui sont là, qui se présentent ici pour fabriquer du savon local. Parce que vraiment, la lutte contre le Covid-19 vraiment a dérangé tout le monde. Et vraiment, on a dit aujourd'hui à Gandiaye, au lieu d'aller dans les boutiques acheter du savon, on préfère de rester à Gandiaye pour faire notre produit local et distribuer ça à la population. Au moins, cette GIE de femmes transformatrices se réunissent ici chaque jour. L'objectif est le même, accélérer la production pour permettre à la population communale de se protéger contre le virus. Il faut aider les femmes, aider les jeunes. Et tout le monde doit faire comme le Gandiaye qu'on a fait ici. Tout le monde doit faire ça au Sénégal. Ces femmes sont aidées en cela par la mairie qui leur a trouvé des financements. Alors la particularité, c'est que nous avons décidé ensemble de le faire par les acteurs locaux, les artisans locaux. C'est la raison pour laquelle nous avons confié la production des 4000 masques à l'association des tailleurs de la commune. L'eau de javel, les savons devront être faits par les groupements féminins qui ont eu à avoir bénéficié de formation dans ce sens. Gandiaye est une commune dans le département de Kaolack sur l'axe Fatick-Kaolack. Elle est peuplée d'environ 16 000 âmes et voilà que les femmes sont bien engagées dans la lutte contre la pandémie du moment. Magnifique reportage, Ibrahima, et bravo à ces braves dames. Je vous le disais, la pandémie vire à une rivalité parfois à l'échalote des laboratoires. Les critiques et accusations fusent entre pays et institutions. Dans une moindre échelle, l'Institut Pasteur est pointé du doigt ici au Sénégal sur la fiabilité des tests et sur son refus supposé de donner la souche du Covid-19 à l'IRSF. Que faut-il comprendre? Voyons tout cela avec Fatou Nedem. Une
référence, oui, l'Institut Pasteur coiffait l'Afrique de l'Ouest. Plus de 100 ans d'expérience. Sa mission d'antan accompagner les médecins militaires français, des marins pour la plupart dans les zones de colonisation dans l'exercice de leurs fonctions. L'Institut Pasteur de Dakar, reconnu pour son savoir-faire en enseignement, formation, recherche, de nombreuses épidémies ont frappé l'Afrique entre 1937 et 1983. L'IPD a eu à produire plus de 190 millions de doses de vaccins. Le diagnostic rapide étant la meilleure riposte face aux épidémies, l'Institut Pasteur s'est immobilisé en Guinée où la fièvre hémorragique a sévi. Il s'agissait de confirmer le diagnostic des cas de maladie à virus Ebola. Premier à avoir fait la biologie moléculaire en Afrique. Son expérience, une fois, prouvée avec le Covid-19. L'IPD, qui se veut une fondation sénégalaise d'utilité publique, contribue à la santé des populations. Des unités de dépistage rapide ont été déployées un peu partout dans le pays. Cependant, sa gestion, notamment son rôle dans la lutte contre le Covid-19, beaucoup critiqué. Pour qui travaille-t-il en réalité? L'enjeu semble être de taille dans cette crise sanitaire. Outre l'Institut Pasteur de Dakar, on a vu le bras de fer diplomatique entre la Chine et les États-Unis qui s'accusent mutuellement de propager le virus. Que cherche Donald Trump en réunissant les scientifiques américains pour la découverte rapide du vaccin? Peut-on parler ainsi de leadership mondial en matière de... Peut-on parler de leadership mondial en matière de recherche scientifique? Pendant ce temps, la Chine opte pour l'omerta dans la discipline et l'organisation. Elle a réussi à enrayer l'épidémie. Rien n'a filtré sur le modèle de prévention de Taïwan. D'ici 3 mois, si la Chine trouve le vaccin contre le coronavirus, cela peut ne pas surprendre quand on connaît sa rigueur. Des milliers de milliards à gagner dans la découverte de ce vaccin. Merci Fatkine. Parlons de la construction illégale au niveau du phare des Mamelles. La DSCOS ouvre une enquête pour en savoir plus sur le projet. Pour le major Mayacine Fall de la direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol, le propriétaire du terrain n'a aucune autorisation de construire sur le site considéré comme un patrimoine classé. Mohamed Samb et Youssou Baro. Cette partie de la colline excavée témoigne de la gravité des travaux. Cette partie de la colline excavée témoigne de la gravité de ces travaux au niveau du phare des Mamelles, site érigé en patrimoine classé. Aussitôt informé de la situation, la DSCOS a ouvert une enquête pour situer les responsabilités. Avons constaté que c'est des travaux qui étaient en train d'être réalisés et lesquels travaux n'étaient pas autorisés. Et il faut rappeler aussi que le propriétaire du terrain a un titre qui lui donne droit pour jouir pleinement de sa propriété. Ce qui a été constaté, c'est une question d'autorisation. Et en plus, autre chose, ces travaux ont buté sur la colline qui soutient le phare des Mamelles, qui est un patrimoine classé. Vous voyez donc, c'est une affaire très importante qui nous tient à cœur. La préservation des patrimoines classés est l'une des missions principales de la DSCOS. Pour l'adjudant-major Mayacine Fall, cette construction est d'une gravité et d'une violation grave. Au-delà des dangers, nous avons un devoir de préserver, de protéger ce patrimoine. Je ne parle pas des dangers, mais nous devons assurer la surveillance de sites pareils. La direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol DSCOS va saisir les parties concernées pour arrondir les angles. C'est une situation qui, dans les principes, interpelle plusieurs services. D'abord, la direction des phares et balises, la direction des mines et de la géologie, et même la Géroute pour ce qui est de l'emprise de la corniche. Est-ce qu'elle est respectée dans le cadre du morcellement qui est fait? Donc, avec la mesure de sauvegarde et d'arrêt des travaux, nous allons faire les demandes de concours ou réquisitions nécessaires pour en savoir davantage afin de situer toutes les responsabilités.
Des constructions sauvages à hauteur du phare des Mamelles. Face à cette dégradation graduelle de l'environnement, il sera difficile de redonner à la capitale son lustre d'antan. Merci Mohamed. C'est en novembre prochain que les amateurs de football retrouveront la ferveur des stades. Mais d'ici là, les clubs sont à bout de souffle économiquement. Les dépenses continuent de croître avec le paiement des salaires, comme à l'Ice Pekin, 6e du classement, alors qu'ils n'ont plus de recettes. Comment les clubs subissent le sevrage de foot et les contre-coups économiques de la crise? Reportage à Pekin, Habib Faye, Modou Diop. Depuis 2 mois, il vient de fouler la pelouse du stade. Histoire de reprendre goût au football, l'entraîneur de l'AS Pekin a repris service. Il travaille sur des stratégies pour mieux dompter ses adversaires. Couvre-feu oblige à ses joueurs de faire des activités physiques chez eux pour garder la forme. AS Pekin, donc voilà, groupe WhatsApp. Nous avons créé un groupe WhatsApp avec le préparatif physique qui va dispenser le programme aux joueurs pour qu'ils puissent garder la forme. En tant que sportif, je ne dors pas sur mes lauriers. Je m'entraîne chez moi et l'objectif du club est clair, jouer la Coupe CAF. Même si la pandémie les empêche de compétir, le club entre en fond avec ses joueurs. Je suis en contact avec le staff de l'équipe. Les membres m'ont affirmé que les joueurs ont reçu leur salaire. Le mois passé, le président a payé les salaires. Et pour ce mois, demain, nous espérons percevoir nos dus. La reprise de la Ligue prévue au mois de novembre, l'équipe va attendre 9 mois pour jouer les play-offs sans recette. Un changement de calendrier sportif déploré par le président du club. Faire reprendre le championnat au mois de novembre. Et du coup, nous a donné l'instruction d'ailleurs, de prolonger les contrats jusqu'au mois de décembre. Sans que les mesures d'accompagnement qui auraient pu nous permettre de gérer cette phase transitoire-là aient été prises. Donc aujourd'hui, on se trouve dans la situation délicate de devoir gérer toutes ces charges tout seul, sans qu'on ait l'appui de la fédération, en tout cas un appui subséquent qui aurait pu nous permettre de combler peut-être un gap plus ou moins minime. La suite du championnat se jouera en 2 temps, play-off et play-down. Une rude compétition attend les clubs. Toutefois, les plus faibles vont rejoindre la division inférieure. Du côté de l'AS Pekin, participer à une compétition africaine reste l'objectif. Restons avec le football Habib pour évoquer la retraite d'un papy de 37 ans, Souleymane Camara du FC Montpellier Hérault. L'attaquant sénégalais va officialiser l'arrêt de sa carrière. 19 ans de sueur sur les terrains professionnels. Il fallait le faire. Cher Sadibou Diarra. La carrière de footballeur de Souleymane Camara touche-t-elle à sa fin? Tout porte à le croire en tout cas. Le club français de Montpellier a décidé de ne pas prolonger l'aventure avec l'attaquant sénégalais après 13 années de bons et loyaux services. L'équipe chère à la famille Nicolin propose à l'ancien international d'intégrer le staff technique. À 37 ans, Petit Jules, comme on l'appelle affectueusement, n'a pas encore donné sa réponse. S'il accepte la proposition, Souleymane Camara va mettre un terme à une riche carrière professionnelle débutée en 2001 à Monaco. Formé dans le centre de formation Aldo Gentina de Dakar, Petit Jules, travailleur et discret, a disputé plus de 430 matchs dans le championnat français. Une longévité qui émane de son abnégation sur les pelouses, son sérieux en dehors et une certaine efficacité devant les buts. De Monaco à Montpellier, qu'il avait rejoint à la saison 2007-2008, Souleymane Camara a inscrit 91 buts, dont 74 pour les Montpelliérains. Deuxième meilleur buteur de l'histoire du club héroltais, Petit Jules était le benjamin de l'équipe nationale du Sénégal de la belle épopée de 2002. Même si sa carrière internationale n'est pas à la hauteur des espoirs, avec les Lions, il a seulement 35 sélections et 7 buts. En attendant l'officialisation de sa retraite de footballeur, Souleymane Camara laissera dans le football français, plus particulièrement à Montpellier, l'empreinte d'un professionnel adorable à tout point de vue. Merci cher Sadibou, et à retenir que son coéquipier, l'autre papy de 42 ans, Victorino Elton, lui aussi va continuer en revanche à 42 ans, une année de plus avec l'équipe de la Paillade. C'est la fin de cette édition. Merci à vous cher Sadibou Diarra qui sort de son confinement médiatique. Re-bienvenue. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent avec les 5 minutes de SAS Pape Anne, suivi de votre émission Ziar et bien évidemment Quartier Général comme tous les soirs. Excellente suite des programmes sur TFM.